Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un sujet dont je voulais absolument parler également, qui est l'autosabotage du surdoué. Alors je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont aptes aussi à s'auto-saboter, si je puis dire aptes. Donc évidemment c'est un problème qui est très important puisque ça peut effectivement mener vers toutes les dérives possibles. Et malheureusement c'est un problème qui est vraiment à prendre au sérieux. Alors je vais expliquer un petit peu pourquoi l'autosabotage existe chez le surdoué. Alors, la première chose, c'est qu'il faut comprendre qu'évidemment le surdoué, on ne l'a pas beaucoup valorisé généralement quand il était petit. Souvent sa différence a été pointée du doigt et donc a été rabaissée, donc il peut avoir été humilié pour ça en fait. Alors il y a ça, ou bien alors on considère comme super performant, où il doit exceller dans toute matière, etc. Et évidemment on se rend compte que c'est pas possible, et donc là également on l'humilie, on le rabaisse, parce que on peut pas considérer qu'un surdoué ne sait pas faire certaines choses. Pourtant, la réalité c'est que le surdoué est quelqu'un qui a un potentiel. J'adore ce terme de potentiel, et c'est pour ça que je préfère le terme haut potentiel à tous les autres en fait. Parce que potentiel signifie que vous avez une capacité qui peut être exploitée ou ne pas l'être éventuellement. Donc ça veut dire que ça peut être souterrain, ça peut être là endormi, ou au contraire se révéler au grand jour à un moment donné de votre vie. Et donc j'aime beaucoup ce terme de potentiel parce que je trouve que ça correspond pas mal à ce que à comment moi je l'ai vécu en tout cas. Et voilà pourquoi ça peut être aussi saboté. Ce potentiel-là peut aussi, au lieu d'être exploité, peut être saboté. Alors, généralement, donc je vais prendre un exemple que j'ai vécu. Quand j'ai changé d'école, donc la première chose que je voulais, c'était être acceptée par les autres, parce qu'évidemment, je ne l'avais pas été dans la précédente école. C'est pourquoi je changeais d'école, et c'est pourquoi j'avais tout espoir de l'être enfin un jour. Et donc, je mettais ça au-dessus, évidemment, de la performance, au-dessus des connaissances, au-dessus de tout et n'importe quoi, en fait. Et donc, ce que je ne voulais pas, c'est être pointé du doigt, c'est être... comment dire, c'est de déplaire en fait, je ne voulais pas déplaire. Donc quand vous partez de ça, malheureusement, le problème c'est que vous allez tout faire pour plaire, que ça peut aussi dériver, enfin créer des dérives possibles. Et donc ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée à un cours de physique. Alors il faut savoir que moi, à partir du moment où mon ami s'est suicidé, donc si vous connaissez mon histoire, vous aurez vraiment pas de mal à rattacher tout ça à mon vécu. Donc quand mon ami s'est suicidé, ce que j'ai fait, ce que j'ai eu comme réaction, c'est que comme je m'étais très fortement renfermée, repliée sur moi-même, je veux dire encore plus qu'avant, ce que j'ai fait c'est bouquiner, donc c'est-à-dire aller dans les bibliothèques, chercher absolument des bouquins à lire, et j'en lisais 4 à 5 par semaine facilement. Donc j'avais vraiment besoin d'une nourriture qui était intellectuelle autant qu'une nourriture physique. Je crois même moins, j'avais moins besoin d'une nourriture physique parce que j'étais toute mince et voilà, qu'une nourriture intellectuelle. Et donc je cherchais des réponses à mes questions, je cherchais un sens à cette vie, à cette vie sur Terre, à la façon dont chacun fonctionnait. Je cherchais vraiment à donner un sens à tout ce que j'avais vécu. Et donc, comme je ne savais pas le faire de façon relationnelle, que je m'étais un petit peu renfermée et mise à l'écart du fait de ce que j'avais vécu, je compensais d'une certaine façon. C'est une sorte de compensation en ayant des relations avec des personnes qui écrivaient des livres. Donc voilà. Donc évidemment, je lisais énormément, mais vraiment tout le temps. Et donc tout ça pour dire qu'un jour je me suis retrouvée face à un cours de physique où j'avais effectivement lu des bouquins là-dessus, et ça parlait des planètes, enfin moi ça me passionnait. Et donc du coup je me suis retrouvée face à une prof de physique qui donnait un cours de physique pour la première fois. C'était une prof de sciences qui n'était pas formée vraiment là-dedans. Et elle faisait une démonstration donc au tableau, et sur cette démonstration à un moment donné elle se trompe, donc au niveau du développement, au niveau de la formule elle se trompe, et donc forcément elle n'arrivait pas à trouver le résultat qu'elle aurait dû trouver, et donc je la voyais un petit peu patauger. Sauf que moi, de l'autre côté de la classe, enfin j'étais tout dans le fond de la classe comme les mauvais élèves, et j'étais en train d'expliquer à ma collègue, enfin je veux dire collègue, enfin, c'était ma condisciple de classe, donc qui était
à ma gauche, j'étais en train de lui expliquer le cours en fait, donc ce qu'on avait vu avant, et comme je comprenais particulièrement bien, eh bien je lui expliquais. Sauf que la prof étant énervée de ne pas arriver au résultat voulu, un petit peu en train de patauger, un petit peu en état de stress on va dire, quand elle m'a vu parler, ça lui a pas plu du tout, et elle m'a interloquée et interpellée en me disant «Et toi la petite blonde du fond, tu n'écoutes pas au cours, si tu te crois plus maligne que les autres, viens résoudre l'exercice à ma place». Et donc je l'ai pris au mot, ce qui l'a fortement surpris, puisqu'elle ne disait pas du tout ça pour avoir ce type de réaction. Donc je me suis levée calmement, je lui ai pris la craie des mains, j'ai pris l'effaceur, j'ai effacé la ligne qui n'était pas correcte et donc toutes les lignes qui suivaient. Je sais pas si vous voyez la scène. Et j'ai repris l'exercice là où il était correct. J'ai expliqué ce que j'étais en train de faire à toute la classe. J'ai continué l'exercice jusqu'au bout, jusqu'à obtenir la réponse et à dire voilà, l'exercice est terminé, j'espère que vous avez compris. Et puis je me suis repartie me rasseoir à ma place en me disant que comme j'étais une nouvelle élève, évidemment, soit je me faisais éjecter aussi vite de la classe en me disant que c'était abominable de traiter la prof de cette manière, puisque c'était quand même, je veux dire, pas très respectueux, ou ça pouvait être pris comme ça, et en même temps je l'avais aidé, donc voilà, et en même temps j'avais montré qu'effectivement si je parlais au cours, c'est parce que j'y connaissais quelque chose, de moins, en tout cas j'avais lu un livre là-dessus, ce qui fait que j'avais retenu, parce que ça ne m'avait pas intéressé, j'avais retenu la démonstration et j'avais retenu le sujet, enfin bon, le fonctionnement. Et donc la prof, au début elle s'est assise à son bureau un petit peu ennuyée, donc elle a dit ok, vous pouvez copier l'exercice, donc elle a plutôt montré que c'était correct, puisque elle avait le livre avec la réponse, donc là il n'y avait pas de doute possible. Et puis à un moment donné, elle est venue près de moi dans le fond de la classe et m'a fait j'ai pas tout compris, comment t'as fait. Et en fait après il y a une certaine complicité qui est née entre elle et moi sur le fait que chaque fois qu'elle faisait un exercice, elle venait vérifier sur ma feuille si je l'avais fait comme ça aussi et si c'était correct, enfin si voilà. Maintenant, cet épisode-là, donc juste après, on avait un examen, qui est un gros examen de Noël, donc qui comptait pour la moitié de l'année, vraiment une grosse chose. Et voilà que, donc au cours de physique, à nouveau, je fais le maximum de points. Bon, j'avais compris les exercices, pour moi ça me paraissait simple. Et comme je vous l'ai dit, j'avais déjà vu ça dans des bouquins, etc. Donc voilà, j'avais pas trouvé ça exceptionnel. Je m'étais pas rendu compte nécessairement que ça pouvait poser un problème aux autres. Et donc voilà, moi ça s'était passé comme une lettre à la poste. Et sauf que j'étais la seule en fait à avoir réussi l'examen. Non seulement j'étais la seule à avoir fait le maximum, mais il n'y en avait pas un qui avait la moitié. Et donc les autres c'était vraiment enorgueilli, en train de dire mais c'est pas possible, la prof a expliqué tellement mal, d'ailleurs regardez, il n'y a personne qui a réussi, et sauf moi évidemment. Et donc je faisais un petit peu tache d'encre à côté, et je me suis rendu compte à ce moment-là en fait que c'était pas génial de faire le maximum de points, qu'il fallait que je fasse dorénavant attention, que je ne pouvais pas comme ça faire des points mirobolants. Donc en fait à partir de ce moment-là j'ai commencé à introduire des erreurs dans mes notes, en fait dans mes... dans chacun de mes examens. J'ai eu en fait le même cas en français où on a eu une analyse de poèmes à faire, et il se trouvait qu'à 11 ans j'avais commencé à écrire des poèmes, j'adorais ça, c'était une passion. Enfin, en fait j'écoutais, quand j'étais toute petite, j'écoutais les chansons et j'essayais de deviner la suite des paroles, étant donné que ça rimait, j'essayais de trouver des meilleures rimes, etc. Enfin, je m'amusais avec ça, et c'était vraiment qu'un jeu pour moi. Et je ne savais pas qu'il existait un cours là-dessus, et arrivé en rhétorique, donc c'est-à-dire c'est la 6e en Belgique, donc ça correspond à la dernière année de lycée pour les Français, pour qu'ils s'y retrouvent, voilà. Donc à ce moment-là, on nous demandait de faire des analyses de poèmes, on voyait les poètes, etc., un peu de philosophie, enfin bon voilà, c'était le cours de français, c'était basé là-dessus. Et donc moi qui adorais la poésie, etc., et bien quand j'ai eu une analyse de poème à faire, j'ai trouvé ça simple, je l'ai fait, j'avais une facilité évidemment pour identifier les émotions, les ressentis, etc., ce qui quand même la plupart des surdoués, je pense, ont cette faculté. Et moi je me rendais pas compte que les autres n'avaient pas cette faculté-là, comme souvent on se rend pas compte de nos facilités.
Et c'est pour ça d'ailleurs que justement on n'arrive souvent pas à les exploiter parce qu'on n'arrive pas à percevoir ça chez nous. Et donc j'avais fait une analyse de poème que j'avais trouvé, enfin je l'avais fait de façon pointilleuse, j'avais fait ça avec un certain plaisir, je dois avouer. Et donc je rentrais ma feuille à la prof qui a corrigé les feuilles et arrivait à l'heure suivante avec les feuilles corrigées. Et donc, elle distribue les feuilles, donc plus ou moins, enfin, en respectant un certain ordre qui était le sien. Et arrivée, donc la dernière à recevoir sa feuille, c'était moi. Donc je regarde ma feuille, je dis ok, 20 sur 20, ok, parfait. Je me suis dit ok, mais vraiment ça m'intéresse. Enfin, j'étais impatiente d'avoir la suite du cours parce que ça m'intéressait. C'est souvent comme ça que je me comportais quand quelque chose m'intéressait, j'avais envie d'en savoir plus, d'en connaître davantage et de continuer là-dedans. Et la prof s'arrête cependant en me pointant un peu du doigt, enfin pas vraiment me pointer du doigt physiquement, mais en tout cas par ses paroles, en disant « Je n'ai jamais mis 20 sur 20 à personne ». Et là je me dis « Ah merde, j'ai encore fait une boulette ». Voilà que tout le monde se retourne parce que j'étais dans le fond de la classe aussi dans cette classe-là, enfin dans ce cours-là. Et malheureusement, tout le monde se retourne vers moi. J'étais quand même encore une nouvelle élève, donc voilà, on me regarde tous. Et je me rendais pas compte, moi, spécialement, que mes points étaient importants, parce que pour moi, bah, c'était jamais qu'une interro, c'était jamais qu'une fois comme ça, et voilà. Et donc la prof a, comment dire, mis en valeur le fait que j'avais vraiment fait une très bonne analyse, et donc devant les autres et tout ça. Et moi, j'étais plutôt ennuyée. Et je me suis dit, mince, il faut vraiment que j'introduise des erreurs dans ce que je fais. Parce que sinon, le problème, c'est que les autres vont être jaloux. Et donc, les autres m'avaient reproché comme ça mes résultats en physique. Et je m'en suis sortie en leur donnant des cours en disant mais ah non, attends, moi je veux pas juste faire crâner, etc. Ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est vous aider, je vais vous expliquer. Et donc j'avais commencé comme ça à donner des cours, donc c'est-à-dire les heures d'études, donc c'est-à-dire les heures de livres, de fourches qu'on avait dans l'horaire. Je m'arrangeais toujours avec une ou l'autre pour lui expliquer un cours ou l'autre. Comme ça, je me faisais copine, je vais dire. Et puis alors, j'ai très vite compris que c'était pas bien de réussir tout comme ça. Et ce qui m'était particulier, et c'est pourquoi je parle de potentiel et de capacité de s'auto-saboter en fait, c'est que dans l'autre école, j'étais tellement en prise avec des problèmes relationnels, etc., que mon potentiel, il était inhibé, mais je ne me rendais pas compte. J'étais tellement centrée sur d'autres choses que sur les cours, et je réussissais quand même les cours, donc ce qui était quand même un exploit en soi, mais je ne m'en apercevais pas. Je pensais être une élève plutôt médiocre. En plus, je n'aimais pas du tout l'école. J'avais l'impression d'être un peu en prison, comme ça, dans des normes qui ne me convenaient pas, avec des façons de faire qui ne me convenaient pas. Soit j'étais super passionnée par quelque chose et ça n'allait pas assez vite, ou soit ça m'intéressait absolument pas et j'accrochais pas. Donc voilà. Et donc quand j'ai changé d'école, là, comme je n'avais plus de problèmes relationnels et que je ne devais plus faire tout le temps attention aux autres et ce qu'ils pensaient de moi, etc., et bien forcément, mes capacités ont été toutes concentrées, je veux dire, vraiment sur le cours, sur la matière, etc. Et forcément, ça s'est ressenti et j'ai commencé à faire des points que je n'avais jamais vus de ma vie, en fait. Et à me dire, mais mince, alors je suis pas si bête que ça au final, parce que en plus je me croyais bête, ça c'est souvent chez les personnes qui performent comme ça, enfin qui sont HP, c'est souvent. Et c'est pour ça que je parle de potentiel qui était inexploité, qui tout d'un coup s'est révélé. Et en même temps, en se révélant, j'ai compris que je faisais des envieux, que on me prenait pour quelqu'un qui crânait, ou quelqu'un... parce que pour moi c'était facile, donc je me rendais pas compte de la difficulté des autres. Et donc j'ai compris qu'il fallait que je reste humble, qu'il fallait que j'aille aider au plus vite les autres aussi. Pour ne pas me tourner tout le monde à dos en fait, parce que c'est de ça que j'avais peur moi. Et je voulais la chose que je voulais le plus, surtout que j'étais encore adolescente, donc surtout c'est ce que veulent les ados en fait, c'est d'être intégré parmi les autres, c'est je voulais pas nécessairement être valorisée dans des performances, ça m'intéressait pas trop, puis c'est pas toujours super bien vu non plus d'être la grosse tête de la classe. Je me suis retrouvée tout d'un coup dans cette position en train de me dire oh mince, alors je pensais être un cancre et puis j'arrive en tête d'une classe. Et en plus, tout le monde me regarde comme si j'étais un génie, machin, et je me dis, oulala, au secours. Donc il fallait absolument que j'introduise des erreurs dans ce que je faisais. Le problème est que quand on s'auto-sabote comme ça, c'est qu'à un moment donné, on oublie
qu'on peut être performant, parce qu'on se freine, on essaye de... Comment dire? Ça veut dire que pendant les interros, on va peut-être prendre 10 minutes à rêvasser avant de commencer, pour avoir moins de temps. Comme ça, si on a moins de temps, mais forcément, on risque d'avoir moins de points. C'était changer des réponses, alors que je savais pertinemment que ce que j'avais mis avant était bon. Je changeais une réponse juste pour créer des erreurs, etc. Ou j'étais distraite pendant les cours pour justement pas trop bien suivre, pour justement pas trop avoir de points. Et à un moment donné, le problème c'est que vous croyez réellement que vous n'êtes pas efficace en fait. C'est ça le problème, c'est que à un moment donné, au risque de se mentir comme ça pendant un certain temps, le problème c'est que vous n'êtes pas sûr que vous pouvez réussir. Et alors de là découle ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Donc il y a beaucoup de surdoués qui ont peur en fait qu'un jour on les découvre comme étant des imposteurs. Parce qu'eux ils n'ont pas l'impression d'être super malins, bien au contraire. Et ils se disent un jour on va découvrir que c'était pas si bien ce que je faisais au final. On va découvrir que c'était pas terrible, qu'on a valorisé des choses qui n'étaient pas pour moi. Et donc effectivement on ne se sent pas méritant de recevoir les points qu'on reçoit évidemment. Donc cela crée aussi une motivation davantage profonde pour que les points ne soient pas si bons que ça et pour essayer de se fondre dans la masse. Donc moi j'essayais quand même de viser plutôt des points qui me permettent d'être à l'aise parce que j'avais pas envie de ramer nécessairement, j'avais connu ça aussi donc j'avais pas envie de ramer. Et pas envie non plus d'échouer, je voulais réussir quand même, mais je voulais pas être dans les premières, je voulais pas, donc j'essayais de calculer pour être dans la moyenne en fait. Et c'est ça un petit peu le problème aussi, et c'est ça qui est déroutant pour les gens qui sont autour, c'est qu'ils ne comprennent pas que ils n'identifient pas les surdoués là où ils sont, parce que parfois justement ils sont sous-performants, parfois clairement volontairement, ils aménagent leurs résultats et parfois ça peut passer de l'ordre plutôt de l'inconscient. Je veux dire, il a quand même fallu un moment avant que je me rende compte de ce que j'avais fait là. Je m'en suis rendu compte quand je le faisais et puis j'ai essayé de l'oublier. Après, quand j'étais en études supérieures, j'avais un petit peu perdu confiance en fait en mes facultés. Je me suis dit oui, mais là je suis avec des gens qui sont très intelligents, donc ça va pas trop se voir, etc. Puis moi en même temps, comme j'ai pas écouté tous les cours, ben, j'ai des lacunes que j'ai créées moi-même, volontairement en plus. Donc on se sent un peu être un imposteur aussi, et on a l'impression qu'on ne mérite pas de réussir nécessairement bien, qu'on ne mérite pas d'être regardé de cette façon-là. Et puis c'est très gênant aussi, parce que si tout le monde vous dit, vous pointe du doigt en disant mais voilà vous êtes super intelligent machin, alors que déjà être surdoué c'est pas vraiment ça, c'est avoir un potentiel mais il est peut-être pas exploité ou pas exploitable dans ce milieu-là aussi, hein. Donc on n'a pas envie en fait d'être mis au centre et que les autres te disent allez vas-y dis ce que tu sais puisque tu sais tout. Ou en fait d'être mis à mal dans une situation comme ça, et puis on n'a pas envie surtout d'être différent des autres, et le fait d'être différent des autres justement va créer des conflits, des problèmes qui en réalité sont inutiles, et on peut justement pallier à ces problèmes là, les éviter en faisant ce qu'on appelle de l'auto-sabotage, donc en diminuant ses compétences mais parfois aussi en se sentant un petit peu moins que ce qu'on est, en ne s'autorisant pas à être ce qu'on est, en ne s'autorisant pas à réussir certaines choses. Et ça peut se retrouver à tous les niveaux, c'est pas au niveau scolaire uniquement, ça peut être au niveau du couple. On peut s'auto-saboter au niveau du couple parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas méritant, qu'on ne mérite pas. Et longtemps, moi je me suis rendu compte que je choisissais des partenaires qui ne me convenaient pas, avec lesquels je savais pertinemment bien, enfin en tout cas c'était possible de le détecter, je savais que ça n'irait pas, mais je recommençais quand même. Parce que j'avais un manque, oui c'est un manque de confiance en soi, c'est un manque d'estime de soi, même si voilà j'avais aussi avancé à ce niveau-là, mais malgré tout j'allais rechercher des situations dans lesquelles je ne serais pas gagnante automatiquement. Parce que on a l'impression d'avoir trop facile, d'avoir déjà trop eu par rapport aux autres. Et voilà, donc on n'a pas nécessairement le bon état d'esprit, parce que c'est un crime par rapport à soi-même que d'aller saboter ce qu'on peut faire. Je pense qu'à partir du moment où on considère que ce qu'on peut faire, même si c'est différent des autres, même si les autres n'arrivent pas à faire ça, mais eux arrivent peut-être à faire des choses qu'on n'arrive pas à faire aussi, donc
je veux dire, on est tous différents sur cette terre, on a tous des choses qui ne sont pas... Il y a plein de choses qui ne sont pas justes. Si vous êtes valide et que vous êtes à côté de quelqu'un qui ne l'est pas, parce qu'il a une maladie depuis la naissance, qui est responsable de ça? Personne. Pourtant, il y a un décalage entre vous deux. Vous pouvez faire des choses qu'il ne peut pas faire. En même temps, peut-être que lui, il aura une force d'esprit que vous n'aurez pas du fait d'être passé par là. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que effectivement, on est tous sur Terre et on a tous des chances qui sont différentes. Et parfois, on peut se sentir frustré, que ce soit qu'on soit d'un côté ou de l'autre, à se dire mais je n'ai pas les mêmes compétences qu'une telle ou qu'un tel, je n'ai pas les mêmes, comment dire, les mêmes chances que l'autre. Et ce n'est pas juste. Et effectivement, on a du mal à se dire que ce qui n'est pas juste existe quand même et qu'on doit l'accepter. Et donc c'est ce que je voulais pointer aussi, c'est que si vous avez des facultés, c'est dommage de ne pas l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser aussi pour aider les autres qui sont à côté de vous et qui n'arrivent pas à faire une chose ou l'autre. Ça peut servir à ça. À partir du moment où vous prenez conscience que cela va servir aussi à d'autres, que vous n'avez pas nécessairement besoin d'hypothéquer vos chances pour avoir le droit d'être ce que vous êtes, à partir de ce moment-là, vous allez accepter d'oser. Alors oser, c'est quoi? C'est oser être critiqué, c'est oser s'exposer, c'est oser ne pas correspondre aux désirs des autres, c'est oser frustrer les autres en montrant que peut-être on a des aptitudes qu'ils n'ont pas. Mais voilà, ne pas oser, c'est un crime par rapport à soi-même, c'est avoir reçu un cadeau et ne pas l'exploiter. C'est un petit peu bête aussi, parce que ce cadeau-là, vous pourriez très bien l'offrir à quelqu'un. Cette capacité que vous avez à comprendre certaines choses que les autres ne comprennent pas, pourquoi ne pas leur expliquer tout simplement ce qu'ils ne comprennent pas? Si vous avez des capacités de voir les choses qu'eux ne voient pas, tant que ça reste dans un bon état d'esprit et que c'est dans l'ordre du partage, je pense vraiment que ça peut aider énormément le monde à avancer. C'est un peu un but de dire le monde, mais je pense que pour certaines capacités, quelles qu'elles soient sportives, qu'elles soient physiques, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient tout autre, qu'elles soient même la beauté en tant que telle, il y a des personnes qui sont aptes à faire les photos de magazines, qui ont un certain goût de l'esthétisme ou qui physiquement ont les aptitudes pour. C'est des aptitudes que nous, on n'aura pas forcément, mais ces personnes-là vont les utiliser pour, je ne sais pas, pour jouer dans des films ou pour faire ce qu'ils veulent faire en fait. Et pourquoi est-ce qu'on aurait... pourquoi serions-nous envieux? Nous avons certainement des capacités que l'autre n'a pas. Certains, peut-être que ça ne se voit pas, mais d'autres auront peut-être plus d'argent tout simplement à la naissance. Nous avons des chances différentes et je pense qu'il faut prendre en compte nos chances pour essayer d'amener ces chances-là quelque part. C'est un petit peu dommage d'être assis sur un trésor et de ne pas l'utiliser. De ne l'utiliser, je veux dire, pour personne. Donc voilà, si vous ne faites pas pour vous, faites-le pour les autres, mais osez. Osez de vous-même, osez avancer, osez montrer ce que vous valez, si ça peut apporter quelque chose à quelqu'un. Voilà, ne fût-ce qu'à vous, il n'y a pas de raison que vous valiez moins qu'une autre personne, même si vous avez ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, où justement vous avez l'impression que vous ne pouvez pas réussir. Vous ne pouvez pas parce que vous avez été trop gâté à la naissance. C'est vous qui pensez ça, et en réalité, on sait tous que le surdoué a des problèmes relationnels énormes à traverser, a des problèmes d'humiliation, voilà, tout ce qui est relationnel, moi je considère que c'est la partie, si c'est pas la partie la plus importante de la vie, qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc le surdoué est désavantagé à ce niveau-là. Alors pourquoi ne peut-il pas exploiter une éventuelle capacité, une éventuelle capacité de performance, et même si on ne recherche pas la performance, parce que c'est pas vraiment le but, mais pourquoi ne pourrait-il pas exploiter ses capacités exactement comme quelqu'un pourrait exploiter son physique pour danser par exemple. Voilà, je vais dire chacun, il est vrai que ce n'est pas juste que tout le monde n'ait pas les mêmes choses en main. Maintenant, peut-être que tout le monde n'a pas le même parcours sur Terre à faire et que nous sommes là chacun pour faire quelque chose de spécifique et qui va s'emboîter l'un dans l'autre. Voilà, moi je pense qu'il faudrait à un moment donné accepter d'oser. Donc sur ce, voici ce que je vous conseille, c'est d'oser, oser être vous-même, essayer d'aller un petit peu plus loin, un pas après l'autre, chaque jour.
pour être davantage vous-même, pour vivre davantage vos émotions de façon légitime, donc c'est-à-dire en acceptant de les vivre, les exploiter au niveau artistique ou au niveau de ce que vous voulez en réalité. Voilà. Donc je vous souhaite sur ce un très bon réveillon parce que nous sommes le jour du réveillon, malgré le soleil qu'il y a derrière moi. Nous sommes le 24 décembre. Donc je vous souhaite évidemment à tous un très joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année.